Cléo, bonjour. Bonjour Francia. Écoute, les problèmes du direct et technique, on y va. En tout cas, ravie d'être là, ravie que tu sois là, surtout, et de présenter ton œuvre et de te présenter toi. C'est surtout ça, moi, ma passion. Avec plaisir. Bravo pour ton livre, bravo pour ton œuvre. C'est une œuvre que j'aimerais, comme je disais en off, donner à ma fille, que 4 ans, mais le message est fort. Le message est fort. Et puis, il est passé, ce que je dis toujours, la beauté d'un auteur, c'est qu'il arrive à faire passer un message hyper important sous le ton de l'humour. Ouais, On et bravo essaye, pour ça. parce que c'était pas censé véhiculer de l'humour. C'est comme je disais, c'est pas, j'ai l'habitude de dire, c'est pas un roman feel good, mais quand même, on va pas non plus, on essaie d'avoir des parties où l'atmosphère est un petit peu plus légère, même pour traiter de choses qui sont assez importantes, parce que c'est surtout autour de la question identitaire. C'est ça, exactement. Ça appelle toujours des émotions un peu plus fortes. C'est sûr, c'est que sûr. le reste. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, je vais te laisser te présenter, mais je pense à la campagne, je sais pas si tu l'as vu, Eva's Hair. Eva's Hair qui avait fait une campagne avec la nana qui tire les cheveux et tout. Et tu sais que, en lisant ton livre, j'ai pensé à ça. Alors, sur cette campagne, j'ai été assez étonnée de voir, je vais me permettre de réagir, hein, comme tu l'évoques. Oui, bah oui, c'est le but. J'ai été assez étonnée de voir la réaction, la vive réaction que le public a eue. J'ai vu cette campagne. Je connais pas Eva de manière très intime, mais je la connais un peu pour avoir participé à pratiquement toutes les éditions de la Journée internationale du cheveu texturé, à laquelle elle m'a conviée justement à parler du bouquin, 2 fois en témoignage, j'étais dans un panel. Et en fait, j'étais très étonnée parce que d'abord, j'ai accepté son invitation là-bas, pas seulement pour la promo de mon livre, mais parce que je sais ce qu'elle fait. C'est une société dont je parle dans le tome 3 et je la mets en avant par rapport justement à la mission qu'elle s'est donnée, premièrement, au fait qu'il y a un retour vers sa communauté, parce que ce que tout le monde ne sait pas forcément, c'est qu'elle réinvestit les sous de ses bénéfices dans son pays, en finançant des écoles et des choses comme ça. Enfin, vraiment, il y a un acte derrière qui est de retour vers le peuple. Donc ça, c'est une chose. Donc ça fait pas partie des choses qu'on voit sur l'affiche. Par contre, ce qui m'a étonnée, je disais encore la véhémence avec laquelle le public a réagi, c'est en mettant, en balayant tout à coup cet aspect des choses-là. Voilà, en disant, on ne prétend pas ou en n'accordant même pas pas leur pardon, parce qu'il n'y avait pas de raison, mais une forme d'indulgence. C'est ça. Peut-être qu'il y avait une autre façon de le transmettre mieux, mais honnêtement, une affiche quelle qu'elle soit, un tableau quel qu'il soit, ce qu'on fait en matière d'art, peut se prêter à plusieurs lectures souvent. Oui, et j'étais très étonnée de voir qu'on n'a entendu personne qui est allé avec la lecture qu'ils ont voulu passer. Alors, peut-être que c'est pas la majorité qui l'a interprété comme ça, voilà. Mais les images sont tellement, comme les images ont une portée plus forte que les mots. Si on s'arrête au premier, voilà. Mais moi, j'ai entendu son explication. J'ai dit, c'est ce qu'elle a voulu dire. C'est pas ce que j'ai lu non plus. Mais j'étais très étonnée de voir que ça a été si brutalement accueilli. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la quête identitaire, en fait, ça peut toucher très profondément. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, et moi, sur le moment, on parlait que toi, je me suis dit, mais pourquoi les gens s'emballent comme ça pour rien? Mais en même temps, je le comprends, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui assument pas encore le fait, on met toutes des perruques, des tissages, enfin, en tout cas, toutes, mais il y en a qui l'assument pas, tu vois, et qui n'ont pas réussi à assumer. C'est-à-dire que, donc, du coup, ça reste encore une blessure. Et donc, forcément, quand quelqu'un met ça, même si, et c'est là où, on dit, faut avoir un peu d'indulgence, de patience, parce qu'à un moment donné, tu vois une image, mais derrière, il faut aussi comprendre. Tout à fait. Et là, il y a eu un manque de compréhension. Alors, pareil, le paradoxe, c'est que évidemment, les produits qu'elle vend sont pour permettre aux femmes de prendre soin de leurs propres cheveux. Donc, si on part d'un point de vue strictement promotionnel publicitaire, on n'achète pas d'aussi bons produits, peut-être pour des coiffures, des perruques, des cheveux synthétiques. Donc, déjà, on compare en disant, bah oui, bah, on pourrait dire, enlève-la, soigne tes cheveux, puis remets ta perruque. Effectivement, il y a des femmes qui sont pas encore à ce stade, de soit d'acceptation d'elles-mêmes, ou qui ne peuvent pas faire autrement parce qu'elles sont malades, ou pour qui c'est beaucoup trop difficile d'assumer leur capillarité. Mais encore une fois, il y a plusieurs lectures qu'on peut donner à énormément de choses, et notamment une même. Et bon, là,
c'est mal passé. C'est assez dommage parce que pour le coup, dans le paysage publicitaire, de pouvoir avoir l'occasion, l'espace d'exprimer et de mettre en lumière la femme noire. Et ben, parce que là, c'est là. Et ben, pour ce coup-ci, voilà. Je pense que la prochaine fois, ce sera peut-être plus poussé avec un panel d'avis plus large et que, voilà, c'est pas facile de mettre ce genre de choses au point, je pense. Donc, bon, écoute, c'était une petite digression. Moi, je voudrais que tu te présentes, qui tu es, ce que tu fais, enfin, en tout cas, avec les mots que tu souhaites. Alors, aujourd'hui, je me présente en tant qu'autrice, effectivement, de ce fameux récit crépusculaire que j'ai basé sur une histoire vraie qui arrive à mon fils. Et je suis arrivée à faire cela, mais avec mon étiquette de maman, en fait. C'est une revendication maternelle, au sens basique et plus profond du terme. Parce que je l'ai voulu comme une réaction, une revendication particulière pour susciter un dialogue avec mon fils en fait. Voilà, donc à côté de cela, effectivement, mon métier de base c'est d'être orthophoniste. Je suis orthophoniste depuis presque 20 ans maintenant. Je suis spécialisée en surdité, donc voilà, je travaille avec une population d'enfants sourds, des jeunes ados sourds. J'aime beaucoup ce métier-là. Et ça m'amène à manier la langue, l'écriture, sur des ateliers d'écriture. Donc tout ça, j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de s'exprimer par le langage, la sémantique, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours touchée. J'ai toujours écrit aussi, mais jamais à visée de publication. Toujours pour moi, parce que l'écriture a quelque chose de... Enfin, ça, je pense que je vais l'apprendre à personne. D'exutoire. Un exutoire. Ça permet de guérir, de se trouver, de s'exprimer, etc. Donc, voilà. Mais pour ce projet-là, j'y suis vraiment allée en tant que maman. Donc, j'ai entre guillemets... normalement la compétence de pouvoir le faire. J'avais prévu au départ que ce soit un essai ou un ensemble de poèmes. Et en fait, comme c'est un voyage que j'ai fait, que j'entreprends avec mes 3 enfants, ça a pris une autre tournure et je me suis laissée porter par eux, en fait, par les chances que ça pouvait susciter. Moi, ma première question, et c'est surtout d'abord pour m'intéresser, avant de revenir sur le livre, à la femme que tu es. Tu parlais justement de quête identitaire, de maman, de révolte, du moins, quelque chose t'a agacé. Je voudrais repartir sur ce quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir déclencher tout ça? Je peux dire ce qui s'est passé. Prenez vos notes. Et pour être très très honnête, je soupçonnais pas que c'était possible en fait au stade de vie où j'en étais. Voilà. Alors le point de départ, c'est la mésaventure de mon fils, d'accord, qui rentre de l'école tracassé parce qu'on lui a dit tout simplement de retirer ses tresses. Il avait une coiffure qui lui avait été faite le dimanche après-midi, donc soignée, elle avait tressé par mes soins, il était très bien, donc il n'y avait pas de il y avait rien, il y avait pas d'aspect choquant, choqué, voilà. Ouais. Et en fait, on lui a dit ça un jour, 2 jours, 3 jours, et puis ça a un peu traîné, et j'ai vu qu'il commençait à être mal à l'aise. Moi, je croyais que c'était une blague. non, c'était pas une blague, c'était pas une blague. Et j'ai essayé de tirer ça au clair. Donc, j'ai essayé de tirer ça au clair de plusieurs façons. Mais avant ça, pour savoir pourquoi finalement, je pense que je me suis un peu épanchée. Ça a pris une autre tournure, c'est que lorsque ça lui est arrivé, alors d'abord, comme je disais, je l'ai pas pris au sérieux, et il y a une petite anecdote, c'est que je l'ai partagé avec plusieurs personnes, dont ma voisine, brune, blanche, yeux verts, à qui je dis ça le matin parce qu'on emmène mon fils à l'école, et je vois qu'elle me regarde. Ah ouais, il a dit ça. Je dis, ouais, mais bon, t'inquiète pas, c'est le gars, n'importe quoi. Mais je vois qu'elle a un peu... Je laisse passer, la journée passe, je récupère mon fils le soir, on fait le chemin ensemble. Et là, elle me dit, là, ce que tu m'as raconté, qui arrive à ton fils, je l'ai écrit à ma copine, à l'époque, il y avait encore Facebook, parce que ça s'est passé en 2020, c'était un petit peu plus... Et elle me dit, j'ai eu plein de réactions de mes copines, me dit, pour qui il se prend ce mec, n'importe quoi. Et moi, j'étais très surprise de voir d'abord, enfin, que ça l'avait touché au point qu'elle le partage, et la façon dont elle me l'a relaté, ça la prenait un petit peu au trip et tout et tout. Et moi, j'étais la mère. Et j'ai juste dit, ouais, bon, laisse tomber, il est bête, enfin bon, bref. Et donc ça a commencé à me titiller, le fait que je ressente une forme, pas d'indifférence, mais que je minimise le problème. Et là,
Et là, mon fils a continué de tracasser et je me dis, bon, il faut quand même tirer ça au clair. Donc, la semaine a passé, on a réitéré la demande par téléphone, etc. J'ai essayé d'avoir rendez-vous avec le directeur et comme c'était la période de la Covid, c'était un très bon prétexte pour qu'il me dise non, il peut pas me recevoir. Et finalement, il s'est avéré que par rapport au rendez-vous qu'il a fini par annuler, on s'est eu au téléphone. On s'est eu au téléphone et là, on a eu une conversation ubuesque. C'est-à-dire que je l'ai fait très courte, elle a duré 50 minutes. Il m'a dit en gros, pour les points les plus croustillants, parce que c'est sorti du contexte, mais même en plein contexte, je sais même pas comment. Il m'a dit qu'il voulait pas avoir des gamins coiffés comme des footballeurs à son portail. Définissez-moi la coiffure de footballeur, je ne sais pas. Il m'a expliqué que parce qu'il s'est vanté d'avoir envoyé des familles chez le coiffeur qui n'ont pas discuté. Donc moi, c'est pas cool parce que je ne jouais pas le jeu. Je ne jouais pas le jeu de l'envoyer chez le coiffeur pour enlever tout ça. Il m'a expliqué que la coiffure était bien trop compliquée. Il fallait faire bien plus simple. Il n'a pas su m'expliquer c'était quoi une coiffure simple. Je lui ai dit, je suis pas en porte-à-faux avec votre règlement parce qu'il n'y a pas de perles, il n'y a pas de gel. Ce sont ses cheveux. Ils sont coiffés en fonction de sa nature, de sa culture. Vous avez remarqué, c'est un enfant métis. Bon, bref. Et là, je pousse un peu les choses. Il a un peu essayé de me menacer, mais il pouvait pas vraiment. Il a essayé de me menacer parce que mon fils avait été absent 1 mois sans qu'on puisse déterminer au bout de 7 ou 8 tests Covid qu'il ait la Covid. Donc, étant donné le contexte, le médecin a dit qu'il reste à la maison. Mais il pouvait pas le virer parce qu'il avait 17 de moyenne. Et quand il est retourné à l'école, il a rattrapé tout sans problème. Il m'a dit, rappelez-vous, on l'a gardé. Donc, il est parti dans des choses qui n'avaient aucun rapport. Et pour finir, je lui dis, mais je ne comprends pas. Et c'est là que la petite graine a explosé. Je ne comprends pas, vous l'avez reçu en entretien pour qu'il soit intégré dans votre établissement. Il avait un afro à cette époque-là, et vous n'avez rien dit. Ben oui. Et là, le monsieur me dit, au calme, comme dit ma fille, ouais, mais là, il était acceptable. Bon. Alors, my God. Comment dire? Là, et ensuite, pour bien finir, je vous somme d'enlever les tresses. J'avoue, ne sommez rien du tout. Et là, je crois que je n'arrivais même plus à parler. Parce qu'il m'a sorti ça, mais naturellement, il était acceptable à ce moment-là. Et là, il m'a trouvé. Voilà. Donc, voyant que j'aurais pas de retour, en tout cas concret, pas d'explication claire et argumentée par rapport au problème, j'écris au recteur adversaire parce que je me dis, ça, quand même, je pense que j'ai cumulé un certain nombre de remarques qui font que là, il mériterait d'être un peu recadré parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Racisme aussi. Tout le monde m'a dit, mais tu sais, dans une école privée, je suis c'est encore pire. Parce que la chose qui est prônée, c'est la tolérance. Il a dit que je fais des projets pour envoyer des fournitures dans tel pays d'Afrique et tout. Et là, tu as dans ton établissement quelqu'un qui représente une forme de mixité, de diversité, parce que il a dit, voilà. Et tu es en train de lui dire que là, sa coiffure, ça ne va pas, mais au nom de quoi? Je ne sais pas. Voilà. Donc, j'ai écrit à l'académie et j'attends encore le retour de l'académie. Jusqu'à présent? Je n'ai jamais été prise en compte, on ne m'a jamais répondu, ne m'a jamais répondu. Et là, je me suis dit, c'est toute la considération qu'on m'accorde. Et là, en désespoir de cause, qu'est-ce que je décide de faire? Je me suis rappelé que j'avais acheté il y a quelques années un livre que j'ai offert à ma sœur qui s'appelle Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation, qui a été édité en livre, qui a un sujet de thèse d'une grande sociologue de chez moi, dont je suis très fière, Madame Juliette Smeralda, qui a un petit peu ma caution morale du truc. Je lui écris mon mail en mode révolté, énervé, et je pensais pas qu'elle me répondait. C'était vraiment le dernier rempart. Elle me répondait, je me demandais, on traite le peuple noir comme ça. Mais alors, si on ne fait rien, rien ne sera jamais fait. Rien ne changera. Je comprends que vous ne vouliez pas vous engager dans des poursuites juridiques, etc. Parce que je pense que j'étais en droit de le faire. Mais imaginez la perte de temps, la perte d'argent. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est qu'on présente des excuses sincères à moi. Ton fils. Et même si je gagne l'affaire et que le gars n'est pas sincère, l'estime de soi, de lui-même, de mon fils, elle est quand même atteinte. Bah oui. Donc, et puis surtout, il se pose les questions dans quel monde je vis, quoi, en fait, parce qu'on n'accepte pas mes tresses. Enfin, ouais. Donc, je me dis, je voudrais faire quelque chose qui puisse servir aussi à d'autres. Enfin, c'est pas possible que ça en reste juste là. Donc, j'ai échangé un certain nombre de mails avec Juliette Smeralda. Et en fait, un jour, elle m'écrit, il y a une phrase qui a vraiment tout déclenché. Oui, si on ne fait rien, rien ne sera jamais fait.
c'est comme ça il faut y aller. Si on a un truc. Ouais, et là, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Et là, j'ai pris la décision de commencer à mûrir le projet. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, j'avais pas de format spécialement. Justement, ça va être ma question. Justement, ça va être ma question parce que ça aurait pu être une association, un projet caritatif d'une révolte, enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui te motive à te dire, je vais coucher ça sur papier, je vais en faire une histoire? Qu'est-ce qui te pousse concrètement à écrire? Concrètement, jouer avec mon fils, c'était pas très loquace. Déjà, premièrement. Et, puis c'est des garçons en général, c'est encore plus compliqué. Il était en 5e quand c'est arrivé. Il était jeune. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche de la littérature pour lui soumettre. Pas le livre dont je t'ai parlé parce que il était pour le salle technique, sociologique qui te plairait bien. Ah oui, là oui. Voilà. Je lui dis, je vais pas lui coller ça entre les mains, il va pas comprendre, même s'il est riche de tout, en histoire, d'enquête, de questionnaires et tout. Je dis non, il faut que je fasse autre chose. Donc je me suis dit, je vais créer un outil il aime beaucoup lire. C'est un très très gros lecteur. Enfin, c'est un gros lecteur en tout cas à cette époque-là encore. Je dis, je vais créer quelque chose que je lui soumettrai et dans lesquels je voudrais pouvoir toucher ces différents points-là. D'accord. Et en même temps, je me suis quand même dit, il y a peut-être un truc que j'ai raté. Je le dis souvent, et c'est vrai c'est pas qu'on rate, on apprend à être parent tous les jours. Je me dis, mais il y a un truc que je lui ai pas donné pour qu'il puisse manquer de force et dire à la personne droit dans les yeux, mais attends, tu peux pas me dire ça parce que s'il était assez certain de tout ça, enfin, qu'est-ce que je n'ai pas véhiculé pour qu'il n'ait pas cette assurance? Pause. À remettre à plat. Pause. On va juste faire une pause parce que tu dis beaucoup de choses et moi j'ai une question qui vient, c'est que tu dis oui, tu lui as pas peut-être donné, mais je pense qu'on est tous aujourd'hui comme ça. Par exemple, tu vois, moi ma fille a 3 ans, je crois, sa première année de maternelle, elle m'a dit, maman, pourquoi je suis noire? Oui, à un moment, ils se le disent. Oui, mais du coup, mais parce que, si elle commence à se poser des questions, mais du coup, quelque part, c'est normal aussi que tu peux pas tout lui dire à ton enfant. Il y a des choses qu'il va aussi peut-être découvrir, et il y a aussi des choses, qui va aussi, comment dire ça? En fait, tu peux pas, en tant que parent, tu peux pas donner tout. Je suis d'accord, mais en même temps, ce point-là dont tu parles très précisément, sans dire le mot forcément, racisme, discrimination, le fait qu'on pense sa couleur de peau, si, je me suis rendu compte que peut-être le fait qu'il soit métis, je l'ai édulcoré, je n'en ai pas assez parlé. Je pense qu'il y a une façon d'élever nos enfants de communautés, des enfants racisés, dans cette société qu'on doit prendre en compte et qu'il faut qu'on arrête de se voiler la face. Je suis d'accord. Parce que souvent, quand ça leur arrive en pleine poire, on bafouille, quoi. On dit, papa. Je suis d'accord. On a notre rôle de maman, figure d'attachement, on va rassurer si notre enfant c'est plus beau, tout va bien. Mais en fait, on les prépare pas à recevoir ni des remarques, ni à répondre, parce que ils vont forcément. Quand on reçoit une remarque compliquée de ce genre-là, et j'en ai eu personnellement, je pense que c'est pour ça que tout est remonté, on a une forme de sidération. On a une forme de sidération, on comprend pas. Il faut un temps de réflexion pour voir la profondeur du truc. Et d'ailleurs, mon fils n'est que 1 an et demi, 2 ans après qu'il m'a dit, maman, c'est vrai qu'il avait pas le droit de me dire ça. Il l'a pas réalisé tout de suite. Quand il l'a lu, on a pu en parler après, il a commencé à me poser des questions. Il est resté timide, comme une mythe pendant longtemps. Ouais, non, mais je comprends ce que tu dis. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas aussi... parce qu'on apprend aussi à l'enfant à être, juste en donnant l'exemple aussi. Par contre, quand tu parles enfin là, on va parler des cheveux ou peu importe. Moi, par exemple, je suis toujours fière d'être noire. Tu vois ce que je veux dire? Et j'en parle avec fierté. Donc, quelque part, je me dis, ça découlera aussi à ma fille. C'est vrai qu'elle se pose des questions parce qu'elle est encore toute petite, tu vois. Mais il y a plein de choses, par exemple... que je mets en avant, notre culture, la nourriture, enfin tu vois, le fait par exemple tout simplement de lui expliquer, par exemple, moi je suis pas née ici, mais je lui explique, ah maman, tu vois, elle est pas née en France, elle est arrivée toute petite, elle a fait ça, et en fait je lui explique que je nourris cela, donc quelque part, en fait après c'est ma vision des choses, mais je me dis effectivement on peut pas tout dire, mais on peut aussi. Mais tu l'as fait. Mais c'est pas on lui enfin je sais pas comment dire.
c'est pas en lui disant, mais en fait, voilà les arguments demain quand tu vas être attaqué. Alors, c'est évidemment. plus en louant ma culture que on demain. n'arrive pas avec une fiche sous tête en disant tu dis ça, tu dis B, tu dis C, tu dis B. C'est là où, voilà, c'est là où je voulais venir. Quand j'ai fait toutes les recherches pour pouvoir écrire tout ça, là, je me suis rendu compte que j'ai jamais raconté à mes enfants que la première chose qu'on faisait à des esclaves pour les mettre sur un bateau, c'était de les raser complètement. J'ai jamais expliqué à mes enfants que lorsqu'ils étaient mélangés entre eux comme ça et puis qu'il n'y avait plus de cheveux sur la tête, ils pouvaient plus reconnaître les coiffures, ils pouvaient plus reconnaître les ethnies, ils pouvaient plus communiquer entre eux, et qu'ensuite ce que je n'ai pas expliqué à mes enfants jamais au grand jamais, et pourtant je le vis tous les jours depuis toujours, c'est ce dictat de beauté qui s'est imposé en la figure du cheveu lisse, comme si c'était la référence extrême et dernière et première, enfin ce que tu veux. Voilà, toutes ces petites choses-là, voilà. Et c'est ça que je veux dire. Enfin, leur donner des éléments socio-culturels, historiques, en fonction de nos origines. Voilà, mais aujourd'hui, souvent, vous allez voir ça, sachez que ça vient de là. On est sorti de tout ça. Il faut pas je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et ça, je l'ai pas fait avec mon garçon. Voilà, il avait ses cheveux bouclés, que je coiffais, il avait son basque à la papa, il sait ce qu'il faut mettre dans ses cheveux pour qu'il soit bien, mais il sait pas. Là, j'ai découvert des coiffures, les twists, les coiffures bantoues, qui avaient toutes des significations, des origines différentes. Et tout ça, c'était d'une beauté incroyable. Je peux maintenant retracer une carte géographique des coiffures, des techniques. Et ça, c'est important de le savoir. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, moi, je le fais peut-être d'une autre manière, mais effectivement, tu vois, par exemple, hier, ma fille, elle me dit, maman, je voudrais la même coiffure que toi. Et alors, je lui dire, mais je sais pourquoi elle me l'a demandé. Parce que c'est vrai que moi, je lui prends des coiffures un peu plus naturelles, parce qu'elle est encore petite, elle a plein de cheveux, tout ça. Et quand elle a vu que moi, j'ai les cheveux plus ou moins lisses, je lui dis tous les jours, par contre, je lui dis, attention, ça, ce ne sont pas mes cheveux. Maman, et des fois, elle me voit avec des cheveux. Je lui dis, ça, ce sont pas mes cheveux. C'est parce que, je lui explique, et je lui donne mes raisons, mais par contre, je lui apprends, en tout cas, petit à petit, à aimer ses propres cheveux, et surtout, lui dis, ce que je lui dis toujours, la chance que tu as, c'est que tu peux faire plein de coiffures. Et demain, quand tu seras grande, tu pourras même, si tu veux, faire ce que maman, elle fait. Mais effectivement, je vois où tu vas en venir. C'est vrai ça m'a fait penser à des réflexions que j'ai eues moi-même, que ma mère a essayé de tamponner, d'adoucir quand je suis rentrée d'école pour ma couleur de peau. Je me rappelle très bien avoir eu 3 ans et demi, et ma copine qui me dit, elle joue pas avec moi parce que j'ai l'odeur de la crotte, ou alors j'ai la couleur comme la crotte, et une autre qui me dit, quand j'ai 5 ans, mais tes cheveux, on dirait, tu sais, l'éponge qu'on lave. Alors c'était pas du tout le cas. Bon, tout ça, moi, j'ai enfoui. Et en fait, il y a plein de choses qui sont remontées. Et surtout, je me suis posée quand j'ai relu encore une fois le mail de Juliette Smeralda, j'ai fait, mais il est hors de question que je meure demain pour une raison ou une autre, dans 24 heures, je me fais écraser par notre Saint-Jean. Et que je meurs, je quitte la terre, et qu'on puisse faire croire à mon fils que parce qu'il a des tresses, on ne prend pas dans une entreprise, on le rejette d'une école. Ça, il n'en est pas question. J'ai dit qu'il faut que là, il ressorte avec quelque chose. Voilà. Et là, on a retracé un peu toute l'histoire parce que je pensais avoir trop balayé trop vite. Et là, on a parlé littérature, on a parlé culture, on a parlé politique, plein de choses. Et c'est ça, en fait, que je voulais. Et comme je te disais, j'ai interviewé des gens, j'ai rencontré des gens, et je me suis rendu compte que c'est pas leitmotiv, mais il y a beaucoup dans les parcours identitaires capillaires comme ça, il y a énormément de similitudes. Je suis un peu devenue copine avec Alain Tassi. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Olive Jampou, qui a créé les studios Anaé. Enfin, énormément de, voilà. Et ce qui était important pour moi, qu'il en ressorte, c'est que toutes les lignes, on a de quoi être fiers de ce qu'on est. De notre histoire, mais tu vois, de notre héritage. Exactement. Voilà. Et ça, quand tu élèves des enfants métis, tu sais très bien, enfin, il y a toujours, je vois ce que tu veux dire. C'est pas du tout méchant, mais c'est pas évident de garder un continuum, de garder quelque chose d'équilibré. D'abord, c'est pas possible, en vrai. Il y a toujours une prédominance de muscles. Tout au long de la vie, c'est comme ça. En fonction de l'investissement qu'on décide de mettre. Et même si j'ai jamais eu un mari opaque, fermé à ce que je parle de ma culture, n'étant pas avec un Antillais, forcément, il y a des choses qui sont pas montées, et puis je les ai pas abordées. Non, mais je comprends, effectivement. Voilà. C'est vrai que, tu vois, quand, on a tous subi du racisme, mais c'est vrai que quand tu grandis dans une famille où, en fait, la question ne se pose jamais que tu es noir, où, entre guillemets, on glorifie un peu ta couleur, et tu vois, par exemple, moi, j'écoute souvent des musiques congolaises dans la voiture, et à chaque fois, j'ai dit, ouais, je veux que mes enfants, ils aient le même réflexe, même s'ils écoutent du rap ou tous les tubes de cassette. Mais oui, parce que, mais exactement, c'est cette culture-là qui fait aussi que demain,
on apporte cette richesse-là, tu vois, en entreprise. Oui, on a tous grandi ici, on est tous nés ici, c'est vrai. Ouais. Mais par contre, quand t'as une double culture, t'as quelque chose en plus. Tu vois. Et moi, c'est ça, tu vois, et à chaque fois, il y a toujours des collègues qui me disent, ouais, mais toi, t'arrives toujours avec plein de sourire, t'es soleil. Ok. Ouais, bah oui, mais. D'accord. Oui, non, mais au début, je le prenais mal. Ouais. Et en fait, un jour, je me suis dit, bah non, justement, c'est là, je devrais. C'est toi. Ouais, exactement, mais justement. Et en fait, il y en a même un qui m'avait dit une fois, oui, mais c'est parce que elle vient du soleil. Je lui avais dit non, mais oui, là, ça raccourcit un peu. Ouais, mais justement, à ce jour-là, je lui avais dit, mais en fait, c'est plutôt toi qui manque de soleil. Reconnecte-toi à qui tu es vraiment, tu vois. Et à l'époque, c'était en 2016, je lui avais dit ça, il m'avait fait une blague, mais quand je te dis, mais raciste, t'es parti de là, il m'a dit, non, mais princesse, de toute manière, elle est solaire, c'est parce qu'elle vient du soleil, parce que, ouais, je lui ai dit, mais non, en fait, toi, reconnecte-toi. Alors que moi, contrairement à toi, je suis moins solaire, j'ai la figure beaucoup plus fermée, de base. Donc tout n'est pas automatique. Moi, le cliché que je vais plutôt entretenir, véhiculer, c'est celui de la Black woman. Donc je suis pas contente. Je dis, bah oui, c'est noir. Tu vois. Donc ça n'a rien à voir. Les tempéraments, les personnalités sont différents. Ouais. Mais moi, j'ai entendu l'inverse. Parce que comme je suis pas forcément je suis pas solaire, effectivement, je suis pas solaire, je suis bien avec les gens avec qui je suis, mais quand j'arrive dans une pièce, non, je n'ai pas l'impression de rayonner, tu me connais, on s'aborde, on parle, mais j'arrive pas avec le grand sourire et tout éliminé, non. Oui, et au contraire, ça va être, voilà, chacune sa personnalité, ça va, non, mais tout va bien, et après, les gens voient que je suis bien, mais d'emblée, ils vont dire, bah, c'est parce que c'est pourquoi, ouais, mais tu vois, moi, mais non. Justement, enfin, tu vois, moi, un jour, j'avais un collègue qui m'avait dit une fois, oui, il me disait, ah oui, mais là, c'était moi, il m'avait sorti de tous mes gants. Il me dit, ouais, moi, tu vois, c'est pour ça que je me mets pas avec des femmes afro. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que, ouais, et en fait, je lui dis, ta sœur, elle est de quelle couleur? Déjà, excuse-moi. Déjà, il avait dit afro, il avait même pas dit noir. Je lui dis, mais ta sœur, elle est de quelle couleur? Il dit, non, mais ça, c'est pas la même chose, c'est ma sœur, j'ai vécu avec. Je lui dis, mais en fait, pour moi, c'est une petite digression, mais bon, on va entrer dans le thème. Je lui dis, mais pour moi, en fait, déjà, ne pas savoir la vraie raison pour laquelle tu te mets pas avec une femme, ça, c'est dangereux. Ouais, c'est très dangereux. Il me dit, oui, mais toutes les femmes afro sont pas, il m'a dit, on peut pas comme toi, à l'époque, on me dit, la formulation, ouais, voilà. En plus, un ensemble et tirer avec toi, toi, je te tolère. Voilà, genre, et ça m'avait encore plus énervé. Il me dit, ouais, mais tu sais, elles sont pas cultivées, elles sont pas, bim, dans la gueule. Et je lui dis, mais en fait, des fois, ça dépend aussi de notre milieu. Juste, je lui dis, tu sais, il y a aussi, excuse-moi, hein, que ce soit blanc, noir, il y a aussi des blancs qui sont pas cultivés. Mais pour autant, c'est la même chose, en fait. Il me dit ça, je lui dis, moi, à ta place, je prendrai un temps de méditation. Je lui avais dit comme ça, de réfléchir déjà à la vraie raison pour laquelle tu te mets pas. La portée de ce qu'il a dit. Ah ben, je t'assure. C'est comme mon principal avec ses, voilà, je pense qu'il a fait un amalgame. Ouais, mais encore ton principal. Ouais, mais encore ton principal, lui, j'imagine qu'il est blanc. C'est pas grave, mais là, ça venait d'un homme noir qui m'avait dit, moi, je me mets pas avec des femmes noires parce que, en gros, elles sont connes. Vraiment de son propre. Je lui ai dit, mais attends, tes sœurs, ta mère, donc en fait, toutes les femmes noires sont connes, quoi. Il dit, non, c'est pas la même chose. Je lui ai dit, ok, bon, réfléchis là-dessus, va méditer. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire? Donc, on part quand même de très... J'aurais pas aimé l'avoir en face de moi, mais oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, mais tu vois, moi, justement, comme ton fils, je lis beaucoup, donc à chaque fois, je renvoie une punchline très littéraire à côté qui va lui faire asseoir, tu vois. Je dis, mais justement, enfin, à un moment donné, moi, je peux le comprendre et je l'entends, des gens qui sont pas de ma couleur, c'est normal, des fois qu'on se pose des questions, c'est normal qu'on soit dans la peur, je trouve ça un peu archaïque, mais ces gens-là, ils ont besoin d'évoluer encore, tu vois. Quelqu'un qui est pour moi encore raciste, il a besoin d'évoluer, besoin de comprendre, il a besoin de se poser des vraies questions. On le laisse de côté pour l'instant. Mais par contre, quand on regarde dans notre culture, dans notre communauté, et je tire le trait, antillais, noir, tout ce qui a la couleur un peu foncée, posons-nous des vraies questions. Posons-nous des vraies questions. Moi, quelqu'un qui me dit, par exemple, je me mets avec une femme blanche parce que j'aime la couleur blanche, c'est même limite même plus sincère. J'aime les femmes blanches parce qu'elles sont belles, c'est plus sincère. Mais quelqu'un qui ne sait pas justifier, qui va tourner par 10 000... Oh. En gros, c'est quoi? C'est de la femme noire... Les hôtels. Oui, mais justement, mais c'est ce genre tu vois, de propos qui font qu'aujourd'hui, bah, il y a encore beaucoup de gens qui souffrent. Et nos enfants aussi, on souffre. C'est-à-dire que si toi-même t'es noir et que
met pas en lumière notre propre c'est dur, il y a un double écueil, puisque le fait que tu dises que ça vienne d'un homme, enfin, c'est déjà compliqué d'être une femme noire au XXIe siècle encore, et de voir que dans son propre camp, entre guillemets, on est ni valorisé, ni reconnu, qu'on voit même pas la beauté qu'on peut, notre beauté, tout simplement. Donc, et d'ailleurs, même, enfin, c'est typique aussi, mais même certaines femmes aussi, certaines femmes afro, tu vois. Moi, j'ai encore dit, je préfère quelqu'un qui me dit sincèrement, je ne veux pas être avec un noir parce que je préfère les blancs physiquement. C'est très clair, c'est très simple, j'accepte la vérité. Par contre, une femme noire qui va te dire, qui va sortir par 4000 chemins, machin, non. Tous les hommes noirs ne se ressemblent pas. Tous les hommes noirs ne sont pas un culte. C'est vrai que bon, tu vois, il y avait, ça je t'enverrai ça en off, mais il y avait une femme qui disait sur les réseaux sociaux, moi aussi, je me suis déconnectée direct, qui dit, mais accroche-toi. Tous les hommes noirs sont cons. Tous les hommes noirs sont cons. Elle dit, mesdames, ne vous mettez pas avec un noir. Et elle-même est ton noir. Et c'est une femme qui a du succès sur les réseaux sociaux. Et je me dis, mais wow. Enfin bref, revenons à nos moutons. Et donc j'ai voulu faire ça pour que mon fils puisse avoir matière à discussion. Et ça a été bénéfique pour les trois enfants. Alors, on a inventé les personnages, on les a fait vous l'avez écrit du coup Alors, en fait, quand je me suis rendu compte que un recueil de poésie ou un essai, ça aurait été trop technico, voilà, que j'avais envie d'exprimer des choses, me mettre dans la tête de quelqu'un qui retrace un parcours un peu compliqué, parce que ça fait un peu peut-être aussi écho à ma vie. Je leur dis si on faisait ça. Donc on a commencé à parler des personnages, elle a donné des idées, et en fait voilà, on a fait ça en interaction et c'était chouette. Oui, j'écrivais et tous les soirs 5 minutes, je suis bon là, j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'aimais bien faire ça avec eux, et tout ce que j'apprenais, que je lisais, par rapport à l'origine des coiffures, comment ça s'est passé le temps de l'esclavage, qu'ils n'avaient pas de quoi prendre soin de leurs cheveux, donc ils prenaient la graisse qu'on mettait sur les essieux des charbons, l'huile de friture. Je leur apprenais tout ça, et ça, ils savaient pas. Aujourd'hui, ma fille essaye de toucher ses cheveux sans son autorisation, elle te pète le doigt. Enfin voilà. Alors qu'avant, je faisais pas tellement qu'à ça. Je disais bon, il y a des gens qui font. C'est un geste que je me suis rendu compte que c'était d'une violence. En fait, tu rentres dans un périmètre très restreint, c'est 30 centimètres. À partir du moment où les gens font ça, d'ailleurs j'en parle plusieurs fois, il y a un problème. Voilà, tu n'es pas une deux fois, tu n'es pas dispo, tu n'es pas une peluche, on ne touche ni tes cheveux, ni tes seins, ni tes fesses, ça fait partie de ton corps, tout simplement. Et ça, je crois que je l'avais jamais vraiment inculqué à ma fille. Mais là, de dire, je regarde le témoignage d'un tel, regarde ça, regarde toutes ces campagnes, regarde toutes ces vidéos autour de ça. Enfin, voilà. Et ça, j'étais très contente parce que j'ai mis tout ça en avant, on a pu discuter de tout ça, et maintenant ils sont très à l'aise avec cette notion. On parle de racisme, on parle de couleur de peau, on parle de type de cheveux. Voilà. Alors chez nous on dit pas cheveux texturés, on dit cheveux afro-texturés parce que tous les cheveux ont une texture. Le cheveu texturé reste un terme très marketing, marketing surtout, qui a été inventé par L'Oréal, faut le dire, avec BFC, les frais d'écriture, même si je le reprends, c'est déjà plus correct et plus fidèle à ce que ça représente, la diversité de la chevelure comme les nôtres. Donc voilà. Et ce que je voulais, c'est me dire que si quelqu'un est à un certain niveau de réflexion ou n'a pas encore réussi à rentrer dedans, ou pourrait se poser plus de questions, je me suis dit, il faudrait que cette histoire puisse citer quelque chose. Et en même temps, grâce au QR code que j'ai inséré pour plein de petits trucs, découvrir ça et là des éléments de littérature, des éléments de musique, des éléments de politique, parce qu'il y en aura de plus en plus, ça va devenir plus étoffé. Mais moi, j'ai une question justement, parce que là, j'ai l'impression que ça, au-delà, parce que une personne qui te connaît pas, bon, justement, c'est ça, à quoi servent ces interviews-là? Une personne qui ne te connaît pas ne sait pas que tu as fait toutes tes recherches, tout ça, c'est même limite sociologique. Mais justement, ma question, c'est comment t'en es ressorti la Cléo d'avant et après le livre? Parce que j'imagine que toi aussi, ça t'a un peu remué. Oui, c'est pour ça la question, je redoute un peu, mais tout ça là, tu ne l'as pas posé, alors t'as parlé fois et tout. Et heureusement que je peux pas dire oui, heureusement que je peux pas dire non. Parce qu'en fait, d'abord, je ne pense pas, j'avais pas envie de quelque chose d'autobiographique, mais évidemment, j'ai vu des ressentis, comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu des choses plus jeunes que j'ai préféré taire, mais pas parce que je voulais les taire, c'est parce qu'on m'a éduquée comme ça. Tous les éléments, tous les mauvaises mes aventures, les choses que j'ai subies, on m'a appris à pas faire de vagues, donc on dit rien. Tu restes tranquille. Et en fait, pourquoi
Pourquoi, quand tu es dans ton bon droit et tu as une légitimité en tant qu'être humain, tu devrais pas dire, mais non, tu me traites pas comme ça, tu parles pas de moi comme ça, et il n'en est pas question. Et comme je disais tout à l'heure, imagine une seconde qu'on ait pu dire ça à mon fils, que je meurs le lendemain et que je suis 6 pieds sous terre, et qu'il pense qu'on peut lui dire ça, et que finalement, ils se le tiennent pour dire, et puis qu'ils ne disent rien, alors qu'il n'a rien fait de mal, qu'il est qui il est, c'était hors de question pour moi. Ça, c'est une vraie question. Déjà, je me suis rendu compte que pendant, il y avait encore plein de choses que je savais pas. Ouais, c'est sûr. De manière exogène, hein, tout ce qu'il y a autour, la culture, l'histoire, qu'il y avait encore plein de trucs aussi à lire, que j'avais un peu délaissé la littérature de la diaspora afro-caribéenne, donc je me suis replongée forcément pour citer Fanon, pour citer Césaire, c'est bien gentil, mais aussi Chaboiseau, il y en a énormément. Et il y a aussi ceux qui sont pas connus. Exactement, ceux qui sont pas connus. Et alors déjà, rien que pendant que j'étais dans cette phase, tout ce que je prenais, et je dois dire effectivement qu'à un moment donné, j'ai eu une prise de conscience un peu nouvelle. En fait, ce que j'ai voulu que mon fils comprenne et ce que j'ai voulu lui insuffler, je me suis rendu compte que je crois que je l'avais pas vraiment investi moi-même. Et de dire que bah non, tu me parles plus comme ça, tu ne me traites pas ni de ça. Enfin voilà, je pense que à ce moment-là, je l'ai pris aussi pour moi. Donc c'est comme si j'avais une autre force de caractère, mais par rapport à mon identité, moi j'ai pas de problème avec mes cheveux. J'ai nifriné très longtemps, parce que 10 ou 15 ans, puis après j'ai complètement arrêté parce qu'un jour j'ai retrouvé sur le noyer. Voilà, mais en tout cas, d'un point de vue, voilà, se saisir de ce qui fait notre richesse, c'est ça que j'ai vu que si je l'avais vraiment su plutôt de manière aussi prégnante, j'aurais une autre force. Je dis pas que je suis pas une femme forte, mais ça m'a donné une forme d'assurance. Et c'est pour ça que le but, c'est vraiment d'avoir ce genre de notion très précocement et avant même l'adolescence, dans son éducation, mais après, tout ce que l'école ne nous apprend pas sur nous, faire l'effort de le rattraper un tout petit peu, se l'approprier, le rattraper non, mais de se l'approprier. Oui, quand je dis rattraper, c'est ce qu'on a loupé. Oui, c'est ce qu'on nous fait louper en fait. C'est parce que les programmes ne sont pas élaborés pour que je vois ce que tu veux dire. En tout cas, les départements d'outre-mer, tout ça. Je suis désolée, dans le programme, c'est pas quelque chose de si officiel, non, je suis d'accord. Développé. Je suis d'accord. Donc voilà, il y a énormément. C'est un effort en fait. Voilà, si déjà, je prends un exemple tout bête, parce qu'on va pas s'étendre, mais rien que de reprendre le déroulé historique et la façon dont on arrive à l'abolition de l'esclavage, reprendre ça un peu dans les détails et retrouver les figures dont on ne parle jamais et se rendre compte en bout de ligne, en France, on a dit à Victor Schœlcher, j'en parle, mais c'est pas grâce à Victor Schœlcher que l'abolition est prise. Mais oui, c'est ça le truc, c'est parce que tout le monde, c'est ce que la France a voulu mettre. C'est ce que j'allais dire. En fait, en avant, à un moment donné. Mais il faut savoir que Victor Schœlcher, par exemple, il n'était pas pour une autonomie totale du peuple pays israélien. Il voulait garder quand même cette forme de tutelle, donc il avait un esprit un peu colonialiste derrière. Et alors qu'il y a d'autres personnes qui ont combattu au même moment, ils étaient pour une vraie scission, aussi brutale et radicale comme on a pu faire en Haïti, même si ça a conduit à tout ce qu'on connaît aujourd'hui d'un point de vue situation économique. Mais c'est pas une figure qui à mettre tant que ça sur un piédestal, parce qu'en fin de compte, vouloir qu'un peuple soit libre, c'est vouloir qu'il soit libre tout court. Ouais. Non, après, c'est vrai que, tu vois, faut rentrer dans l'histoire, il y a des intérêts aussi, quel côté il était exactement, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours, si aujourd'hui, on nous a pas montré tout ça, enfin, en tout cas, pour toi, les histoires d'outre-mer, mais si on nous a pas montré tout ça, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Il y a un intérêt, c'est que le peuple, entre guillemets, afro, je veux dire afro, je tire le trait, ne se réveille pas. Il y a aussi un intérêt. C'est-à-dire que le jour où toi et moi, on se réveille, on prend déjà, rien que le fait de traiter ses cheveux, c'est de prendre une partie de son pouvoir. Connaître son histoire, c'est de prendre une partie de son pouvoir. Donc c'est ça que je te dis. Exactement. Et c'est pour ça que je te dis. Comment on veut mettre un pied devant l'autre et puis sans se faire. C'est pour ça que tu enlèves les tresses ou sinon tu ne reviens pas. Exactement. Voilà. Et ça, je voulais pas que mon fils. À partir du moment où tu t'appropries ton histoire, où comme on va dire, tu rattrapes le temps perdu, tu vas chercher toutes les choses, tu récupères une grosse partie de ton pouvoir. Et là, plus personne ne peut t'éteindre. En fait, en une phrase, pour répondre à ta question, très honnêtement, ça m'a donné une autre forme de consistance par rapport à mon caractère. Alors, pas celui dont on parle à chaque fois, on dit, oh, elle a ça le caractère, pas ça. C'est-à-dire le fait d'avoir l'assurance de pas se sentir moindre. Parce que j'ai grandi aussi avec ça. T'es une femme noire, attention,
pour avoir la même chose que les autres. Donc, Il va faut falloir qu'on travailler fasse plus, ouais. pas autant, mais plus, et pour avoir une reconnaissance. Et c'est vrai, moi, j'ai grandi comme ça. Et je me suis rendu compte avec tout ce que j'ai balayé, si j'avais su ça plus tôt et tout, mais j'aurais dit, mais tu peux pas me mettre là et toi là. Ah, en fait, non. Je vois ce que tu Et veux même dire. dans le verbe, dans la façon de penser, dans la façon d'être considéré, voilà. Ça n'a rien à voir, c'est une mini aparté, mais moi, ça m'a donné la force de faire un truc que je n'aurais jamais fait. J'en parle pas trop, mais j'ai subi une situation pendant plusieurs années qui n'était pas juste. Et un jour, j'en ai eu marre, et le fait que j'ai fait ça, je crois que ça m'a donné les niches. J'ai mis une niche. J'ai appelé un avocat, je suis dit, vous avez vu ça? Il y a un problème. Voilà le dossier. J'ai ouvert le dossier, j'ai payé, j'ai mis, allez-y. Alors que ça faisait 5, 6, ça traîne. Mais je me sentais, voilà. Ma mère m'a appris, on ne fait pas d'histoire. Là, j'ai dit, c'est clairement pas légitime, c'est clairement injuste, il y a clairement différence de traitement. J'ai appelé un avocat, j'ai dit, j'irai l'histoire. Non, mais c'est justement ça, c'est pour ça, tu vois, là, quand tu prends un avocat, tu demandes un avocat, c'est que tu as pris ton pouvoir, c'est que tu te laisses plus faire. C'est pour ça que je te dis que. Donc, je suis ressortie avec une forme, force d'assurance, de légitimité, et une place dans ta vie aussi, clairement. Exactement. Et tout est lié, hein. Et je pense que vraiment, c'est par rapport à, c'est comme quand on grandit, on dope son muscle, voilà, j'ai l'impression que il me manquait, c'est quelque chose de plus spirituel, de plus, qui englobe plus dans la psyché, mais se sentir faible ne nous pousse pas à faire des choses avec une certaine force. Et c'est pas une faiblesse dans le sens où je m'entends bien, c'est vraiment pas prendre sa place. Voilà, c'est ça. C'est pas une faiblesse, c'est genre ok, bah quitte, ok, je vais laisser quelqu'un passer. Okay, être là et exister. Voilà, on est là, se mettre en retrait volontairement en fait. Oui, mais parce que c'est parce que c'est ça le mot, c'est éducation, c'est les croyances. Si t'as eu par exemple là en l'occurrence, on prend la famille nucléaire, si t'as eu des parents qui t'ont appris à te mettre de côté, mais en fait tu le feras. Et en plus de ça, parce qu'au-delà même d'être noir, déjà rien que le parent qui te dit de te mettre de côté, ça c'est dangereux pour toi, ton estime de toi, ta place. Et après, le fait que tu sois noir, ça rajoute encore une contrainte. Tu vois. Alors que quand tu as un parent qui, que tu sois noir, blanc, bleu, bref, qui te dit déjà, tu as ta place, tu existes. Ça, c'est déjà un plus. Et après, qui va te dire, écoute, tu vois, avec ta couleur, tu auras peut-être des difficultés, mais tu as ta place, tu existes. Ça doit pas être un facteur exactement. Bien au contraire. Tu vois, moi, mon père nous a toujours élevé comme ça. Surtout nous, les filles dans la famille. On sent quand tu parles et quand tu le dis, et moi, et je n'en veux pas à mes parents parce que eux-mêmes m'ont élevé avec leur propre éducation. Et c'est comme un petit peu les cas de familles immigrées. C'est très bien, ils veulent que les enfants puissent réussir, donc ils préfèrent prôner pour aller l'assimilation, l'intégration, mais c'est normal, on peut pas leur vouloir. Eux, dans leur tête de parents, c'est pour que l'enfant puisse être bien, évoluer bien dans la société, sans que ça... En fait, non, c'est l'inverse. Ça retourne. Il y a toujours un moment, tu as un retour de bâton. Il y a ce moment de prise de conscience. Il y a une période où tu sens qu'il y a un truc qui te manque. Et je pense que l'image, la corrélation, l'analogie est un peu forte, mais c'est comme cet enfant adopté, même s'il sait pertinemment qu'il a été adopté, à un moment donné, il se posera des questions. Va chercher soit ses origines, soit comprendre ce qui s'est passé parce qu'il t'en as besoin. C'est un maillon dans ta constitution, dans ce que tu es. Et après, tu transmets bancal quand tu n'y arrives pas. T'as pas toujours les réponses. C'est sûr. Et je suis assez impressionnée de voir la forme de résilience que certains peuvent avoir. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, et c'est mon point de vue très personnel, c'est qu'on vit une forme de résilience forcée. On a ce terme qui est très à la mode, très bien, mais nous, on l'a pas demandé. On n'a pas eu le choix de tomber dans cette attitude de résilience, parce que sinon, on serait mort. On n'aurait pas sur les flux. Oui, on n'a pas le choix. À un moment donné, prendre le dessus parce qu'il faut aller de l'avant, mais je pense que des fois la résilience ça doit être un choix très personnel. Traverser l'épreuve, dire ok non j'y vais. On a le droit d'être pas bien pendant un temps et puis que ça. Mais nous, ça n'a pas été le cas. Il fallait dès le départ. L'histoire du peuple noir aux États-Unis, l'histoire du peuple noir en France n'est pas la même et dans les deux cas, c'est sûr. Il y a des traits communs et ça nous a été, on n'a pas eu le choix. Voilà, donc on est résilient forcément, mais au-delà de cette résilience-là, à un moment, il faut saisir d'autres formes d'armes qui ne sont pas les armes à proprement parler, mais la connaissance, la culture, connaître son histoire, connaître l'histoire de c'est la base. C'est très important de connaître c'est la base. J'ai énormément de patients, enfants avec qui je vois souvent très vite quand il va y avoir un problème, si je leur demande d'écrire, de faire leur arbre généalogique, ils ne savent pas. Posez à des enfants la question, vous verrez, ils font papa, maman, et puis ils n'arrivent pas à monter. Déjà, ça, c'est un signe de quelque chose.
c'est la base. Et puis aussi, il faut apprendre, moi je pense aussi à nos enfants la curiosité. En fait, à partir du moment où tu leur apprends la curiosité, ils vont aller chercher, ils vont aller fouiner. Moi, tu vois, un jour, j'ai dit à ma mère, maman, c'est quoi là? C'est quoi ça? Pourquoi ça, tu vois? Parce qu'en fait, la curiosité, toute ta vie, c'est ça qui va te pousser aussi à aller chercher. Parce que comme tu disais, on a déjà en nous des carences. Donc, ces carences-là, elles vont se manifester à un moment donné. N'importe comment. Donc, c'est cette curiosité-là qui va se pousser à se dire, pourquoi lui, il gagne plus que moi? Pourquoi tanani nanana? Pourquoi lui, il est considéré? En fait, ça va te pousser déjà à aller creuser et ainsi de suite. Écoute, on va commencer à chuter. On pourra en parler pendant des heures. T'es tombé sur le bon public, mais bon, j'ai une contrainte perso, comme tu sais. Moi, j'ai une question. J'en ai encore deux. Quelle est la cible aujourd'hui? Alors clairement, je veux pas faire trop large et je veux pas faire non plus trop communautaire, mais dans le sens positif. Parce que j'aime bien ce mot en fait. Je suis tout à fait maintenant. Entièrement. Complètement. Tu prends ta place. Moi, comme je l'écris pour mon fils qui était ado, c'est jeunes ados, je pense. On peut le lire à tout âge parce que il y a plein de choses à partir de l'âge de l'adolescence où on peut se reconnaître dans les parcours. Voilà, j'ai beaucoup d'adultes qui l'ont lu, mes bêta lecteurs étaient tous des adultes et elles ont reconnu des choses, ça leur a parlé, voilà. Mais c'est vrai que je me suis mise un peu dans le rôle d'un de mes personnages qui est prof de français et qui dit vraiment qu'elle a choisi d'être prof parce qu'elle veut pouvoir stimuler les jeunes à s'exprimer et tout. Et moi, j'espère que, comme mon fils était la cible de base, toute cette population, cette tranche-là, qu'elle puisse avoir envie de se poser des questions, encore une fois, comme j'ai dit, qu'elle découvre pas comme moi à mon grand âge un tas de choses qu'on aurait dû savoir bien avant, parce que la force de la première fois, elle est pas à négliger. Ah oui, voilà. Donc, je suis d'accord. Et quels sont tes projets aujourd'hui? Parce qu'on a le tome 1. Donc on attend certainement les prochains. Alors le tome 2, j'espère qu'il sortira cette année. C'est une trilogie, elle est finie, elle sera toujours illustrée par Nicole Colby, que j'aime beaucoup. Les projets, il y en a plein des projets. Alors il y en a qui sont quelques-uns. Mais 2 ou 3. Maintenant, j'ai mis pied dans quelque chose de très intéressant, très beau, très diversifié, avec des rencontres comme celle-ci. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, ce que je pensais faire au tout début, donc cette collection pour les enfants, elle est toujours dans un coin de ma tête. Donc, je pense que je vais écrire des histoires pour les enfants, toujours autour du thème, de la thématique de l'estime de soi. Voilà, ça c'est important. Il y a des choses aussi au niveau de la radio, mais je peux pas trop en dire pour l'instant. Ça viendra en dessus. Projet de collaboration aussi avec Mohamed, le prof aussi. Ça va être sympa. Donc voilà, plein de petites choses auxquelles je pense que je vais pouvoir essayer. Enfin, j'espère pouvoir mettre en œuvre. Oui, on l'espère. En son temps, mais déjà effectivement, l'idée c'est de sortir la trilogie complète et que les gens voient jusqu'où je voulais aller. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que comme cette histoire finalement elle termine un peu en flop dans la réalité, j'ai inventé la fin que je voulais. Et ça c'est génial. Quand la fiction mélangée à c'est vraiment chouette. Oui, complètement. Et voilà, et le petit clin d'œil à la remarque qu'avait fait le principal. J'en avais jamais, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais donc il va recevoir son exemplaire dédicacé par Lilian Thuram. Et comme ça, s'il veut bien m'expliquer c'est quoi une coupe de footballeur, je suis tout à fait ouverte. Je m'en fiche s'il est mal à la poubelle. Mais il verra que sa réflexion a suscité ça. Et je ne lui en veux plus. J'espère qu'il regardera le podcast. Et j'ai attendu 1 an parce que j'étais un peu en colère et j'ai pas voulu écrire avec la colère parce que ça aurait pas été construit. Ah oui, ça c'est sûr. Donc j'ai attendu que ça tombe et j'ai commencé à écrire seulement en 2021, mais de manière très sereine. Et je savais où j'allais. Voilà. Super. Mais en tout cas, il a été quand même inspirateur de ce très très beau roman. Finalement, tu vois comme c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Exactement. Écoute, on va commencer à chuter. Moi, j'ai 2 dernières questions, les questions que j'appelle signature du podcast. C'est quel a été le premier événement qui, ça n'a rien pas forcément à voir avec le livre, qui t'a changé. Parce que le podcast, c'est le papillon et quelle a été la transformation qu'il y a eu, qui a fait un shift. Si tu en as pas ou si tu en as pas. Si, on en a. Faut que je saisisse les bons, en fait. Celui qui remonte le premier. Faut prendre celui qui a chaud. Ah ouais, c'est dur, ça. Question de philo, vous avez 3 heures. Ah ouais, non, plutôt.
Même le reste de ma vie, je sais pas, parce que qui m'a changé, qui m'a impacté. Si t'en as pas, c'est pas grave. En fait, non, c'est pas ça, c'est que j'en ai trop, et alors, je veux dire que j'en ai pas comme ça, mais j'en ai trop. Prends celui qui remonte. Comment dire? Je pourrais même pas dire qui m'a impacté comme ça. Voilà, ok, il y a le point de vue spirituel, tout ça, ma foi, ok, mais c'est pas, ça a été quelque chose au long cours. Après, je pourrais pas dire comme ça. Écoute, ouais. C'est aussi une réponse. Ouais, voilà. On va laisser ça comme ça. Merci, parce que maintenant je vais avoir le trajet pour focaliser là-dessus. Et ça, je que la prochaine fois, je vais la revoir du coup un second épisode. J'ai eu plusieurs périodes de vie. Je pense à quand j'étais à l'étranger, il y a des choses qui m'ont touchée quand j'étais ici. Enfin, c'est vraiment. Je te reverrai pour un épisode. Voilà. Allez. J'ai trouvé où j'ai peut-être pris la source finalement aussi, qui m'a, profonde, qui m'a accompagnée aussi pour ça. Lorsque j'étais en terminale, donc j'étais en terminale L, bac philo. Un jour, véridique, on était 3 ou 4 filles ados d'origine afro-caribéenne dans la classe. Mixte, j'ai fait mes classes à Nanterre, donc des personnes d'origine maghrébine, etc. Et un jour, la prof de philo a dit devant toute la classe, alors déjà, il y en avait une qui m'avait traité de négresse 2 jours avant, voilà, mais elle dit devant toute la classe, de toute façon, les Noirs, vous savez, vous n'avez rien inventé. Et elle dit ça comme ça en suspens, elle est grand silence dans le... Je sais pas comment tu fais oublier ça, ça m'a marqué. Et donc, tu vois déjà là les caractères, tu vois, genre, fais pas de vagues, tu peux pas. Déjà 2 jours avant, on m'avait traité de négresse, j'avais fait, madame, excusez-moi. Bref. Donc elle dit ça, le silence plane. Et les chauffeurs de salle, vous savez, il y en a toujours dans la classe. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a annoncé? Lui, il était du Maroc, donc je me rappelle très bien ça. Et en fait, parmi nous 4, donc moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas moi qui l'ai ramené en premier. Et une qui s'appelle Rachel qui dit « Madame, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez... » Et en fait, c'est la seule phrase qu'elle a pu dire, mais elle l'a dit avec colère. Et elle au moins, elle a réagi. Moi, j'étais sidérée, comme je disais tout à l'heure. Quand tu entends des choses comme ça, tu es sidérée, tu sais pas quoi dire. Donc, elle a laissé tout le monde après s'énerver, parce que c'était très beau ce qui s'est passé. Tout le monde a commencé à défendre les 4-5 noirs qu'il y avait dans la classe. Madame, vous ne pouvez pas dire ça, parce que vous ne pouvez pas dire ça. La dame nous a laissé nous chauffer pendant 30 minutes. Elle dit j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et elle dit, en fait, elle avait dit qu'il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas de traces, il n'y avait pas de rien, comme ça. Et là, elle arrête et elle dit, les populations africaines, vous avez transmis le savoir, vous êtes des populations orales, vous avez tout. Et là, elle a commencé à dérouler tous les trucs que nous, on aurait dû dire. Donc, en fait, elle nous avait provoqué pour qu'on puisse... Ouais. Et là, elle nous a montré, c'est pour ça que je pense que j'ai eu cette réaction-là. Elle a dit, voilà, ça, vous le savez pas, mais il y a ça, il y a ça. Et cette dame, elle avait préparé tout un cours sur les civilisations africaines, ce qu'on avait trouvé, comment elles communiquaient, pourquoi et tout. Et c'était génial parce qu'en fait, ça nous a rabaissé le caquet. Elle a pris le truc à l'envers et nous faisait comprendre, soyez pas émotionnels, sachez, ayez la connaissance. Et je pense que finalement, de manière au très fond de moi, c'est un petit peu ce qui m'a apporté, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire des auteurs. D'accord. Même si j'ai fait une fac d'anglais, que j'ai eu beaucoup de littérature à me manger. Voilà, j'ai fait une fac avec plusieurs langues étrangères parce que je voulais être prof de langue, j'ai fait ça de 3 ans. Et en fait, c'est vrai que ce point-là, il m'a marqué. J'en ai beaucoup parlé. Et cette dame-là, j'ai adoré parce que elle payait pas de mine comme ça, elle ressemble à Mamie Pepperpot, toute petite, toute trapue et tout. Et j'ai trouvé ça génial qu'elle nous mette dans nos retranchements comme ça, parce qu'elle aurait fait son cours en disant il y a ça, on aurait joué les fiers, il y a ça, mais en fait elle a dit, elle a voulu parler aux concernés, on n'était que 5, et nous a pris à l'envers, elle nous a provoqué, elle a dit voilà, vous n'avez rien fait, et en fait personne n'avait d'argument. Je peux dire que ça n'a pas duré longtemps. D'abord son cours on l'a connu par cœur, après on s'est renseigné. Et je pense que là, ça crée, c'est génial. Voilà. Donc ça, c'était un truc très, très marquant dans ma vie, mes 18 ans, comme je te disais. Et c'est vraiment à cet âge-là que, tu vois, tout se recoupe. Donc merci. Écoute, tu as répondu en même temps à ma deuxième question, qui était qu'est-ce que tu as fait derrière de concret? T'es partie lire
tout simplement. Ouais. Ouais. J'étais à la bibliothèque, à la vue. Je me rappelle qu'à cette époque-là, on tapait pas Google sur Ah bah Internet. oui, c'est sûr. Ça arrivait comme ça. Fallait respecter les horaires de bibliothèque. Fallait se mettre en position d'aller travailler, de vouloir avoir du savoir, faire des photocopies, prendre des notes, tous les trucs qu'on fait plus trop, voilà. Et ben j'ai fait ça après et ouais, et j'ai découvert, j'avais commencé à découvrir des petites choses. Des choses. J'ai trouvé ça chouette. Ouais, vraiment. Écoute, franchement, ça a été un super moment. J'ai envie de dire, tu sais, que entre tout l'échange qu'on a eu au départ et maintenant, j'ai vraiment un vrai plaisir à te rencontrer. T'es un vrai personnage. Non, tu vois, non, moi quand je rentre au début, je suis pas solaire. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. En fait, c'est ce que j'explique tout le temps, c'est que quand je rencontre une personne, ça dure 10-15 minutes, on échange. Ouais. Faut savoir qu'après, il y a quand même un petit stress, faut préparer l'entretien, faut lire le bouquin, et en fait, on vous découvre à travers déjà le bouquin. Et en fait, la dernière version, c'est quand je vous vois en direct. Donc, du coup, ça peut faire soit comme ça, soit des fois des gros coups de cœur, et la journée, vraiment. Tu vois, entre notre premier échange qui a été Fast and Furious, et là, j'ai un vrai coup de cœur, je me dis, mais elle m'a éclaté ça. Donc, merci. Mais avec plaisir. Merci à toi. On se fera un épisode 2 parce qu'elle parle beaucoup et je sais qu'il y a des choses à dire. Orthophoniste est spécialiste de la communication orale et écrite. Je suis orthophoniste de mon état. Donc, dans le tome 2, vous verrez le tome 3 aussi. En tout cas, je vous mettrai tous les liens pour retrouver Crépuscule Air. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si elle vous a marqué, je mettrai aussi les liens pour la retrouver. N'hésitez pas à vous commander, à vous en procurer. Partagez-le à vos enfants, partagez la vidéo parce que plus on partage et plus la richesse, le partage. Voilà. Donc, merci à tous. Les actualités sont sur mon compte Instagram. Exactement. Je mettrai tout pour te retrouver. Merci. Merci beaucoup.